Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran. Bonjour Ludovic. Est-ce qu'il m'entend Ludovic? Est-ce que Ludovic Subran est avec nous? Oui, Chef économiste du groupe Alliance. Comment il va? Il va bien? il va très bien. Tant mieux. On a beaucoup parlé de l'impact ces dernières semaines, évidemment, des resserres monétaires des banques centrales sur les banques, moins sur les assureurs. Est-ce que les compagnies d'assurance, est-ce qu'elles sont bien armées, selon vous? Vous allez me dire que oui, pour faire face à cette hausse rapide des taux d'intérêt. Sachant, non, je vous prends l'exemple qui ne fait pas rire du tout, pour le coup, en Italie, l'assureur italien Eurovita est menacé de faillite. Non, mais c'est dans la lignée de ce que vient d'expliquer Xavier Timbaud. Je pense que ces histoires de liquidité obsèdent tout le monde. Moi, dans mon entreprise, par exemple, ça fait au moins 9 mois qu'on ne parle que de ça. C'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt a forcément créé un choc sur les prix des obligations et donc sur les revenus d'investissement. Mais en Europe, par exemple, on est tous extrêmement régulés, hein, comme les banques, sur le risque de duration. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est sur le radar de toute institution financière. Xavier parlait des institutions financières non bancaires. Les assureurs, c'est 40 trilliards d'actifs. C'est 9% des actifs globaux financiers. Les fonds de pension, c'est à peu près la même chose. Et donc, tous ces acteurs-là sont bien sûr en train d'essayer de voir comment dérisquer. Que ce soit la façon dont ils gèrent les portefeuilles obligataires, vous parliez d'Eurovita en Italie, mais aussi de manière générale, l'ensemble des actifs financiers. Pendant très longtemps, on est allé chercher du rendement sur des actifs financiers de non cotés. Et ces actifs financiers de non cotés, aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur tout ce qui est immobilier commercial, par exemple. On a vu ce qui s'est passé avec Blackstone et leur fonds de rédemption. C'est des sujets Non, qu'on pardon, qu'est-ce qui s'est regarde. passé? Je vous coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi là, sur l'immobilier En commercial et gros, les Blackstone. gens qui avaient investi de l'argent dans les fonds Blackstone d'immobilier commercial n'ont pas pu récupérer leurs fonds. Donc, en Ah, fait, ça nous c'était rappelle des mauvais beaucoup moins souvenirs, ça. liquide qu'on pensait. Voilà. Et mais c'est ce que disait un peu Xavier. Il vous a parlé des fonds de pension anglais. Il y a une série d'accidents financiers qui s'accumulent depuis maintenant 1 an et demi. Alors, on pourrait aussi mettre là-dedans Archegos, Greensill, ce qui se passe avec Crédit Suisse. On a bien sûr les fonds de pension. On a les appels de marge sur les traders de matières premières. On a bien sûr SVB, etc. Il y a quand même une accumulation de cette idée que après de la liquidité très abondante, quand elle se raréfie, par les prix et puis maintenant un peu par les volumes, hein, on voit les extensions de crédit qui diminuent, ça crée forcément un credit crunch de manière générale et des sujets autour de la liquidité et du stress financier. Donc tous les acteurs financiers, mais je dirais même les acteurs non financiers, pour les entreprises aujourd'hui, le vrai risque, c'est que le resserrement des conditions de crédit crée une vague de faillite un peu plus forte que celle qui était juste liée à la normalisation autour des coûts et de la rentabilité. Donc oui, c'est un sujet pour l'ensemble des acteurs économiques d'absorber le choc du taux d'intérêt qui n'est qu'en partie absorbé, puisqu'il y a des délais dans l'absorption. C'est pour ça que le choc du taux d'intérêt américain, on a vu que le début, hein, en fait, il va être au pic plutôt au troisième trimestre 2023. Et puis, en effet, pour les acteurs financiers qui n'ont pas pris au sérieux les les risques de duration ou les risques de marché de manière générale, bien sûr que c'est une année qui va être compliquée. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous avez dit là, Ludovic, comme souvent. Sa pensée est riche et complexe, donc on va prendre point par point. Mais juste d'abord, pour clore cette histoire de décollecte massive. Si d'aventure, encore une fois, qu'est-ce qui se passe si massivement les clients des assureurs veulent récupérer leurs avoirs pour les placer sur des fonds obligataires qui rapportent plus, des fonds en euros qui rapportent plus, nouvellement lancés, puisque les taux d'intérêt sont plus élevés? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un risque, il y a danger ou pas pour les assureurs? Et jusqu'à quel Alors, point? c'est quelque chose, les assureurs et les banquiers, c'est pas du tout la même chose, puisque les rachats, par exemple, d'assurance vie que vous trouvez peut-être moins rémunératrices, ça arrive pas souvent parce que quand vous prenez ce type de placement, c'est patrimonial, Donc il il y y a la a des fiscalité. Donc la histoires de fiscalité est fiscalité. bloquante. Ouais. Les gens sortent pas parce que sinon ils perdent l'avantage fiscal, c'est ça? Souvent, c'est comme ça, oui. Et c'est pour ça qu'on a rarement vu une fuite, une panique assurantielle comme on a vu une panique des dépôts bancaires. Alors, je sais qu'on est à l'ère du numérique, je sais que Ben oui. SVB, ça a
réfléchir les gens sur l'idée que c'est la première panique bancaire à l'époque du numérique, c'est une panique bancaire de milliardaires, donc les gens se disent que ça pourrait très bien arriver sur le segment patrimonial. Moi, j'ai du mal à y croire. Et ensuite, sur votre question sur comment ça se gère, ben, en fait, tout est une question de où est le vrai cash. Et donc, quand vous êtes assureur, ben, non seulement, déjà, à cause de la régulation, et donc depuis maintenant 15 ans, on a en gros des matelas de liquidité, notamment quand on investit des choses sur des actifs qui sont peut-être moins liquides. Par exemple, quand vous investissez en tant qu'assureur sur du non-coté, donc sur du private equity pour parler en mauvais français, généralement à côté, vous avez un compte général où vous avez à peu près le même cash que vous avez investi sur des actifs non cotés. Et ensuite, ce qui pourrait vraiment être problématique, c'est s'il y avait des risques de liquidité sur les obligations souveraines, notamment d'entreprises. Ça, Xavier en a parlé, c'est le job des banques centrales de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de liquidité sur les obligations. Donc en fait, le gradient, si vous voulez, de risque pour les porteurs d'avoir financier auprès des assurances, c'est sur le non-coté, mais ça la régulation le gère plutôt très bien, et après sur le côté, donc notamment l'obligataire, et ça c'est le job aussi des banques centrales et là encore quelque part des régulateurs et des superviseurs. Donc le risque il est beaucoup moins grand que sur une panique bancaire grâce à la régulation et aussi grâce à la gestion du cash et de la liquidité qui est un savoir-faire des assureurs un peu historique. Ludovic, on se dit quoi? On se dit que le gros de la tempête bancaire est vraiment derrière nous. On est modeste en se disant, on ne sait pas, il peut encore y avoir des tremblements ou ça peut encore... comment on appelle ça? Comme avec les volcans, là, vous savez, tout d'un coup, il y a d'autres fissures. On se dit que c'est pas fini parce que le choc de taux d'intérêt dans l'économie est majeur, que par exemple en Europe, si d'aventure on avait un gros risque bancaire qui se manifestait, on serait peut-être un peu moins rapide que les Britanniques, les Américains et les Suisses pour décider d'une résolution facile. Même si on a des mécanismes de résolution de ce type de crise, on est européen, donc il faudrait se mettre d'accord parce qu'il y aurait des histoires de géographie et de frontières qui viendraient polluer la décision rapide des acteurs gouvernementaux et monétaires qui décideraient en fait de circonscrire ces risques. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, deuxième sujet, les accidents financiers, c'est pas fini parce qu'il y a tous ces accidents financiers peut-être moins systémiques du non bancaire qui forcément inquiètent. Ça peut être des hedge funds, ça peut être des gérants qui sont très endettés. Dans le chapitre 2, puisque aujourd'hui c'est la fête du chapitre 2 du FMI sur la stabilité financière, en fait il y a 4 colonnes intéressantes. Il y a l'endettement, donc le leverage. Donc est-ce que ces endettement, 305 mondial et de 350% du PIB, du jamais vu. Ouais. Ouais, et puis on a vu avec les fonds de pension anglais qu'en fait ils sont souvent ils se sont endettés pour aller placer plus de l'argent et gagner plus d'argent et que quand il y a un choc de taux d'intérêt, il y a souvent du mismatch. Voilà. Il y a la liquidité, il y a l'interconnexion et il y a aussi le sujet des changes qui est un sujet assez important aujourd'hui puisqu'il y a forcément cette fragmentation financière qui est un peu plus forte. Donc non, on se dit que c'est pas fini. Donc Ludovic, vous redoutez quoi, que je comprends bien, une espèce d'accident financier qui pourrait toucher un acteur qui aurait besoin de se refinancer mais qui ne pourrait pas, c'est ça? Ouais, un corporate. Oui, c'est ça. Moi, ce que je redoute, bien sûr, les banques, c'est plus systémique par nature, donc c'est forcément inquiétant, surtout ce qui se passe sur les banques qui sont un peu sous le radar aux États-Unis. Je crois que c'est un peu moins vrai en Europe. Les banques européennes, elles vont quand même beaucoup mieux. Il y a des sujets de rentabilité, de créances douteuses, de liquidité aussi, mais non seulement ça s'est énormément amélioré sur les 10 dernières années, puisqu'on a eu notre crise bancaire en 2012-2014. Donc en fait, on a fait beaucoup de nettoyage sur le système bancaire. Donc sur les banques, il y a toujours un risque, mais à mon avis, il est très faible en Europe, il est beaucoup plus important aux États-Unis. Et après, la question, c'est comment on le gère. Et moi, je trouve qu'il y a une forme de gestion de ces risques de la part des autorités qui est assez rassurante. Elles sont prêtes à administrer le canal bancaire s'il le faut pour éviter, on l'a vu avec SVB ou avec Crédit Suisse, pour éviter que le risque de contagion soit important. Donc il y a ce risque-là. Et puis après, sur les autres acteurs non bancaires, vous avez parlé des acteurs financiers, donc les hedge funds, les fonds de pension, des assureurs vie qui sont très mal capitalisés. Bien sûr que c'est des sujets. Après, la question, c'est est-ce que c'est systémique?
Je ne le pense pas. Donc est-ce qu'il y a, pour pas citer notre dernier rapport, on a utilisé le film qui a eu un Oscar et Michel Yeo qui a eu un Oscar, hein, de Everything Everywhere All at Once. Donc l'idée qu'il y a des petits feux un peu partout. Et ça, c'est un risque qui est vrai quand on a ce choc-là de taux d'intérêt. Donc je ne pense pas que ce soit fini dans ce sens-là. Après, nous, dans notre scénario central, on n'a pas une crise financière généralisée, une redite de Lehman. C'est pas du tout l'attente aujourd'hui. Après, forcément, ça pose des questions. Ce que dit Jamie Dimon, par exemple, il dit on va voir les effets cicatriciels de cette crise bancaire américaine durant des années. Il faut toujours se poser la question de qui parle. Jamie Dimon, il a peut-être un intérêt à racheter des acteurs bancaires qui sont sous-capitalisés, ou il a peut-être un intérêt à émettre des dépôts chez lui, quoi. Ouais. Comme quand BlackRock dit ah bah oui, c'est très grave. Donc il faut se poser la question d'où vient l'information, et ensuite bien sûr que c'est un sujet, une crise de confiance, puisque c'est ça. Crédit Suisse, c'est vraiment de la défiance qui se cristallise. C'est toujours possible, et donc il faut baisser les vulnérabilités, il faut réagir tout de suite, il faut améliorer, il faut scruter mieux, il faut améliorer le suivi des risques, et il faut chercher où est le vrai cash, où est la liquidité à tout prix, que ce soit dans les acteurs financiers et non financiers aujourd'hui. C'est ça le nerf de la guerre. Et donc, encore une fois, sur les acteurs non financiers, sur les entreprises aujourd'hui, la vraie question que devraient se poser les directeurs généraux et les directeurs financiers, c'est où est mon cash, comment va mon BFR, mes besoins en fonds de roulement, et est-ce qu'aujourd'hui j'ai de la liquidité. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins grave quand c'est des acteurs non financiers, parce que ça s'appelle une faillite s'il y a un risque de solvabilité. C'est plus grave dans les acteurs financiers parce que ça sera mi-fi et c'est contagieux. Mais de manière générale, c'est un vrai sujet, cette crise bancaire. Ça a rappelé à l'ordre sur le sujet du vrai cash. Ouais, tout ça sur fond de ce resserrement monétaire, ces resserrements qui ont commencé, on s'en souvient, c'était au mois de mars pour la Fed en 2022, au mois de juillet pour la BCE, on est encore en 2022, et le gros de l'impact devrait se faire sentir cette année. Donc quelque part, l'impact, l'effet, la conséquence sur l'économie réelle, on va la voir maintenant. Oui, et ça a déjà un peu commencé. Donc, et on voit bien que l'inflation, notamment l'inflation alimentaire, ne baisse pas assez vite. Et que donc, les banques centrales sont prises en étau entre le risque de stabilité des prix et le risque de stabilité financière. On voit en effet ces effets décalés des resserrements qui commencent à jouer sur la stabilité financière aux États-Unis. Mais de manière générale, si les banques centrales venaient arrêter trop tôt la hausse des taux d'intérêt, on aurait une inflation qui s'installerait. On a vu ce qui s'est passé avec l'OPEP qui décide de baisser la production. Et donc, on a toujours cette idée qu'on aurait pas mal d'inflation. Donc, les banques centrales doivent aller plus haut, plus vite. Et ça, forcément, c'est des effets qui se cumulent. Et donc, oui, dans l'économie réelle, je trouve qu'on voit déjà sur les prix des crédits, on voit déjà sur, que ce soit par les banques ou par les marchés d'ailleurs. Et donc, oui, c'est une année où le coût du crédit va jouer forcément sur l'activité économique réelle. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a une récession aux États-Unis au troisième trimestre 2023 et qu'on a très peu de croissance en Europe sur l'année 2023 avec des récessions techniques en Allemagne et en Italie, bien sûr. Alors, comment expliquer que le CAC 40 soit revenu quasiment sur ses plus hauts? On est à 7300 et des brouettes. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est curieux quand même d'avoir des marchés boursiers, notamment en Europe, aussi hauts, au vu de ce que vous dites, une inflation qui va ralentir trop lentement, des banques centrales qui vont rester l'arme au plancher, l'arme au poing. Et une crise énergétique qui n'est pas finie en Europe. Voilà, et une récession possiblement. Donc aussi, on se dit qu'en récession économique, il y a aussi récession des profits. Comment expliquer que le CAC 40 soit quasiment plus haut? Écoutez, déjà, les actions européennes vont beaucoup mieux que les actions américaines aussi parce qu'on n'a pas eu ce risque bancaire aussi important. Je pense que sur les financières, ça joue énormément. Je crois qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés actions depuis le début de l'année. Vous vous rappelez, le premier mois incroyable, il y a une énorme correction. Là, ça va un peu mieux. En effet, ça dépasse des niveaux records à chaque fois. Je crois que le maître mot, c'est qu'il y a pas mal de points positifs qui arrivent de la demande chinoise. Il y a aussi des entreprises, celles qui sont cotées, donc celles qui sont sur le CAC 40, elles arrivent à faire passer leur hausse de prix. Elles sont beaucoup plus internationalisées. Donc, en fait, elles arrivent à capter la croissance là où elle est. Et c'est des entreprises qui ont encore beaucoup de cash sur leur bilan. Parce qu'en fait, souvent, elles ont géré plutôt au cordeau leur trésor. Et donc, on a des entreprises qui vont plutôt bien, y compris dans l'industrie. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir d'ailleurs ce qui s'est passé sur le marché automobile, sur les valeurs cotées automobiles qui ont plutôt été très résilientes, alors qu'on se dit la demande de biens semi-durables des ménages va baisser, donc elles ne vont pas forcément changer leur voiture. Et donc, on ne devrait pas avoir ce type d'attente sur les rendements. Donc, c'est vraiment une bonne gestion de ces entreprises-là. Je crois qu'il y a vraiment une dichotomie très forte entre les marchés financiers et l'économie réelle, vous le sentez, mais aussi entre les grandes entreprises et les
petites et moyennes entreprises. Et je crois que le CAC, en fait, c'est une fonction très forte pour les grandes entreprises. Celles-ci, elles vont plutôt très bien. Là où se cumulent les risques de crédit aujourd'hui, c'est plutôt sur les petites et moyennes entreprises. C'est là d'ailleurs où les faillites sont remontées depuis maintenant 3 à 6 mois dans l'ensemble des pays européens. Donc à ceux qui disent que cette hausse du CAC 40 est purement spéculative, on répond quoi? Je pense pas que ce soit purement spéculatif. En revanche, nous, on avait une attente sur la hausse, par exemple, du CAC, mais de l'ensemble des indices boursiers européens, de entre 3 et 5% sur l'année. On maintient cette idée de 3 et 5%. Donc, je pense qu'il va y avoir des à-coups. Et notamment, je pense que malheureusement, l'automne va être un peu compliqué parce qu'on va revenir sur des sujets de confiance autour de la crise énergétique et l'hiver prochain, parce qu'en fait, les stocks de gaz sont vraiment très bas. Comment l'expliquer, pardon, que les stocks soient aussi bas alors que l'hiver a été doux, enfin plus clément? C'est difficile. Je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Nous, on regarde ça, on essaie de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efficacité énergétique sur la deuxième partie de l'année 2022 qui explique que les stocks de gaz soient assez élevés et que là, avec la rouverture, il y a peut-être un peu moins, il y a peut-être plus de laxisme en fait sur l'utilisation du gaz, mais juste parce que la demande est plus élevée et donc que la production est repartie. Donc je pense que c'est des températures en effet qui ont été peut-être un peu moins bonnes sur la deuxième partie de l'hiver, mais je crois que c'est surtout la demande. Et donc la rouverture chinoise et de manière générale la résilience de l'économie, puisque encore une fois, hein, en Europe, 30% en gros de la demande est portée par les dépenses publiques et les dérivés des dépenses publiques. Donc en fait, il n'y a pas la récession escomptée, il n'y a pas le serrage de ceinture escompté, et donc ça fait de la demande de gaz. Donc, en tout cas, je note, et on finit là-dessus, Ludovic, que si vous attendez 3 à 5% de hausse du CAC 40, on est déjà à plus 11 ou plus 12 sur l'ensemble de l'année, ça veut dire que le CAC 40 va baisser dans les prochains mois. Oui. Moi, je pense qu'il y a encore des corrections à venir sur les marchés boursiers et principalement à cause de ces tensions sur l'économie réelle et ces effets cumulatifs du resserrage monétaire. C'est-à-dire, je pense que les investisseurs n'ont pas encore vu les effets décalés d'une partie des resserrements monétaires. Il y a beaucoup. Regardez d'ailleurs les attentes sur les banques centrales, c'est qu'ils débranchent la prise beaucoup trop tôt. Notamment cette idée de pivot qui maintenant commence à s'estomper, mais les marchés s'attendent toujours à ce que les taux baissent d'ici la fin de l'année sur les grandes économies. Ouais, c'est un sacré pari, ça c'est sûr. En tout cas, merci pour cet entretien. C'est toujours très intéressant avec Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Allianz. Merci Ludovic. Merci David. Salut, ciao.